n'y a pas de mauvais film, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. C'est le public qui est pas le bon. Vous savez, les films de série B, c'est quoi? C'est des films qui n'ont pas eu la chance d'avoir le bon producteur, de bons acteurs, une bonne production et un bon scénario. Donc mon but, moi, c'est de créer du rêve et en hommage à tous ces créateurs, de faire le plus bel objet que même eux n'ont pas eu les moyens de faire. Parce que qu'est-ce qu'on voit avant tout? On voit une belle affiche dans la rue, on voit une affiche. Alors autant qu'elle soit belle, même si le film est un peu raté. Je m'appelle Raphaël Charpentier, je suis le directeur artistique de la Galerie Eden. Et l'exposition, en quelques mots, c'est Melki, Master of Horror, un solo show de Laurent Melki. Donc une exposition monographique en 2 volets sur 2 salles dans notre galerie. L'exposition, elle a été préparée d'une certaine manière il y a 1 an, quand j'ai discuté avec Daniel Cohen, le directeur du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Et sur mon fil d'actualité Facebook, j'ai vu passer un reportage de Vice Magazine sur Laurent Melki, une interview de Laurent Melki, que j'ai tout de suite envoyé à Daniel et j'ai dit on fait ça, c'est parti. Et Daniel a dit ok, il n'y a pas de souci, c'est lui qui a contacté Laurent Melki. Et donc c'est avec plaisir que Laurent est venu. Donc ensuite on allait rencontrer Laurent chez lui à Paris. Et puis on a un petit peu discuté ensemble de la forme qu'on voulait donner à cette exposition. La scénographie, elle est en 2 volets. Le premier volet très marché, très commercial, très foire, avec du coup cette vente de reproductions signées, de sérigraphies qu'on a fait réaliser par un collectif de sérigraphes qui est basé à Strasbourg qui s'appelle Papier Gâchette, évidemment en coopération avec Laurent Melki. Et puis la deuxième salle où on a installé les originaux sur 4 murs. Un premier mur dédié au cinéma français, donc aux affiches de Belmondo et à l'affiche de La Piscine. Un deuxième mur à côté duquel je me trouve, avec les travaux de jeunesse, donc entre 1980 et 1990 à peu près. Un troisième mur avec, on va dire, les blockbusters. C'est vraiment ces plus grandes affiches. On retrouve Freddy 3, The Punisher, La Nuit des Morts Vivants et surtout Vidéodrome de David Cronenberg. Et un 4e mur avec donc des travaux avec beaucoup de sujets, des affiches de magazines, des couvertures de magazines, et puis des pochettes de hip-hop, de vinyle pour des rappeurs, donc des travaux plus récents. On va travailler avec les étudiants des arts décoratifs, donc de la Haute École d'Art du Rhin, ainsi qu'un verrier tchèque qui s'appelle Peter Stanicki. Et donc on les expose, le vernissage est le 6 octobre à partir de 18h. On parle de cinéma fantastique avec le festival du même nom à Strasbourg en ce moment. Et une fois n'est pas coutume, c'est à un affichiste invité cette année qu'on va s'intéresser. Son succès phénoménal date d'un temps où ceux qui réalisaient des affiches de films se faisaient un nom, les années 80, avec tout ce que ça suppose de souvenirs, mais aussi de kitsch. Et quand même, je me permets de le dire, d'une image des femmes bien réductrice à peu près à ce niveau-là.
Quoi qu'il en soit, Laurent Melki, c'est son nom, a réalisé plus d'une centaine d'affiches, des Griffes de la nuit à Vidéodrome, en passant par les films de Belmondo. Son esthétique est reconnaissable entre toutes. Rencontre signée Yannick Cador et Jennifer Charvat. Bonjour Tim Melki. Bonjour. Enchanté. Ouais, un honneur pour moi. C'est ça le truc avec Laurent Melki. Modeste, il a toujours du mal à réaliser que son travail est devenu culte. Des centaines d'affiches et jaquettes qui ont façonné l'imaginaire de plusieurs générations de fans de films d'horreur et autres. Tout ça grâce à un style qui a failli lui valoir un renvoi de son école d'art. Ça claque, ça se voit de loin, bref, c'est tout sauf académique. La base du travail de l'illustrateur, c'est la sincérité. Moi, je suis sincère, même en mentant un petit peu, en rajoutant. Mais le cœur est là, c'est vraiment l'amour du cinéma, l'amour des spectateurs. Moi, j'ai envie qu'un film fonctionne, coûte que coûte, même si il n'a pas eu le bon accessoiriste, les bons décors, les bons acteurs. Je vois, c'est tellement dur de faire un film. Moi, à côté, moi, je suis un touriste. Un touriste qui a vu du pays et signé des affiches pour David Cronenberg, George Romero, les cartons de Bébel au box-office. Melki a su profiter d'une époque permissive, les années 80, et d'un support magique. La VHS, ça a été vraiment l'âge d'or de l'affiche de film. Ça, c'est vraiment incroyable parce que c'était une liberté totale. C'est liberté artistique et de culturelle. Moi, c'était sans entrave. Démonstration dans l'expo qui présente pour la première fois les originaux de l'artiste, dont Freddy 3, les Griffes du cauchemar, attention, secret de fabrication. Il me manquait l'adolescent qui est sur le lit, attaché avec ses langues visqueuses et tout. Je me suis dit, bon, j'ai pas la doc, roule, tant pis, fais-le, tant pis pour le client. Je me suis mis sur un lit, pas celui-là, je vous rassure. Et je me suis donc dépeint et épeint comme ça, en lieu et place du véritable acteur. Le bonhomme nous avoue avoir une sainte horreur des boîtes de com qui aujourd'hui font des affiches façon réclame pour jambon sans couenne. Melki est resté farouchement indépendant et visiblement le public devrait suivre pour longtemps. Bonsoir et bienvenue à Panic Cross Chroma. Genre d'horreur, tu avais aussi une passion particulière pour ce cinéma? Moi j'étais obsédé par ça, hein, comme eux tous. D'ailleurs je suis étonné que... Non, pas eux tous, deux d'entre nous. Hein? Ah bon? Parce qu'il y a un connard dans l'assemblée. Oh, il y a un rebelle. Il y a un rebelle. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah écoute, non, c'était une passion. Moi j'allais en 1975, 15 ans, c'est facile, avec mon père. C'était au premier festival de Paris du film fantastique, qui n'était pas encore au Rex, qui était à Porte-Maillot, donc dans une salle 4 fois comme ça, celle-là c'est magnifique. Hein. Mais donc c'était là. J'avais vu plein de films, on n'avait pas trop de choix, c'était des films de vampires, de la Hammer et tout, on avait que ça à se mettre sous la dent, c'est le cas de le dire. Mais quand je voyais ça sur grand écran, j'ai toujours voulu dessiner et voilà, mettre ma patte là-dedans. Puis il se trouve que 30 ans plus tard, et encore ça, je suis très content. C'était un peu le but quoi, de rester, mais bon. Mais je crois que ton sujet de thèse ou de mémoire, c'était ça? Oui, ça s'est passé comment? Pas bien, non, bien sûr. Pas bien du tout, non, dans cette boîte-là, très sérieuse, où vraiment on apprenait à faire de la typo Gabor, elle était là très bien, la typo, mais le A un petit peu plus courbé, les heures. J'ai eu un conseil de discipline pour vulgarité, donc ça commençait très mal. Les mecs, donc c'est bon signe, hein. Je suis là aujourd'hui, c'est bon. Bon, voilà, Ah, c'était dément pour un dessin, hein. J'avais mis des flics style Maniac Cop, tu vois, parce que je revenais de New York en 78. Ils ont gerpé leurs 4 heures, ils ont détesté ça. Et il y a un Bellingham qui m'a dit non, c'est fini, ça, on veut plus de ça dans la classe, hop, conseil de discipline. Voilà, c'était 4 et tout, professeur de chromatologie. Vous avez 9,75, si vous n'avez pas 10, on vous vire. Au bout de 4 ans, il faut 5 ans, t'as pas ton diplôme. Ah, tu bosses la chromato, tu l'as fait. Mais bon, bref, moi c'était du rouge à fond. Et je sais plus, la question c'est... C'était quel cinéma
genre. Ah, le sujet de thèse, bah oui, bah c'était justement le fameux slasher. La ressemblance, oui, mais bien sûr, c'est avec la tête d'enfant. Et ça a été vraiment, c'est sorti en, je sais plus, ouais, mais ça aussi, ça a été ressorti aussi en France un peu plus tard, là, j'avais 11 ans, non. Et voilà, donc j'ai fait ça en parallèle donc, de la thèse, et puis je me suis dit, j'ai pas le temps de faire en plus une thèse là-dessus. J'ai épinglé ça sur les murs, j'ai mis les petits crobards et tout, boum, 49e sur 50. J'ai eu le diplôme, mais à l'arrache, quoi. Vraiment, non, ils n'aimaient pas, c'était pas du tout le style. Et juste en parallèle, il y a eu aussi la sortie de Creepshow, la même année. Alors la 3 sur 4, ça c'était bien, mais ils n'ont pas kiffé non plus. Hein. Ils m'ont laissé partir, bon débarras, tu vois. Ouais. Donc Laurent Melki. Oui. Présentation. Avignonnais d'origine. Avignonnais d'origine, je vais dire par erreur non, parce que je revendique ce côté provincial que j'aime beaucoup. Et après, je me pour le suis pape de l'affiche, en même temps, ça tombe bien. Voilà, ouais. Et je me suis retrouvé donc à Paris, vers l'âge de 11 ans, où j'ai fait ma première affiche pour Belmondo. Non, pas du tout. J'ai commencé en fait à l'âge de 19 ans à faire des affiches. À l'essor de ce nouveau média qui était la VHS. Bon, on dit VHS, pour faire la cassette vidéo qui nous a rendus dingues tous, toi comme moi. C'est vrai, quoi, la possibilité de voir des films quand on voulait, même quand on voulait pas, ou des films interdits, ou qui ne sortaient pas au cinéma, ou même revoir en deuxième séance quand on voulait chez soi le film qu'on avait apprécié au Cinoche, c'était fantastique. Voilà, donc ça c'était, je me suis engouffré dans la brèche sans rien demander à personne. Je faisais des petites BD sur le calier des colliers, comme ça, avec des vampires, mais très Franquin Gottlieb, c'est-à-dire au trait, bande dessinée. Et puis j'en ai eu marre un peu de la bande dessinée, parce que pour moi ça amenait nulle part. Comme je suis vraiment un perfectionniste, un maniaque, pour faire une planche de 5 dessins en dessinant 15 fois le même personnage, forcément il bouge, il est 3 carrés de profil, il est bon, et je mettais une semaine. Alors que pour faire une affiche, à l'époque, je mettais une semaine. Et je me suis dit, une affiche a plus de chances d'être vue dans la rue par tout le monde qu'une BD où il faut faire 47 planches et plus une couverture et qui va être enfouie parmi des milliers à la FNAC ou chez Carrefour et on ne tombera jamais dessus. Là, on est obligé. L'affiche, c'est quelque chose d'agressif, de subversif, du moins pour moi, et de transgressif. Il y a beaucoup de griffes là-dedans, mais c'est ce qu'il faut. Et voilà. En fait, tu es actuellement exposé à l'Éden, à Strasbourg. Est-ce que tu imaginais qu'un jour des affiches de films de genre, de machins comme ça, débouleraient dans des galeries d'art? Alors ça, bon, là t'as tout dit. C'est l'histoire de ma vie. Merci de m'avoir posé cette ventouse et je vais bien te répondre. Écoute, j'ai jamais considéré que je faisais de l'art. Bon, l'art est fait pour des cochons, non, c'est sans jeu de mots. Moi, je fais des tableaux avec ma modeste technique, qui était modeste à l'époque, qui a un peu pris de la bouteille depuis. Simplement, là où je te rejoins, c'est que j'ai vraiment essayé de durer dans le temps par mes affiches, c'est-à-dire d'essayer de peindre fiches du monde en faisant des affiches vite faites, entre guillemets, comme celles qu'on peut voir souvent aujourd'hui, qui sont que des produits et qui sont vraiment même pas faits pour aider le film. Ça coule le film à la limite. Bon, moi, j'ai essayé de que l'affiche survive au film. Voilà, donc très modestement. Et bon, écoute, 40 ans après, je pense que j'ai un peu réussi, au moins à ce petit détail de mon idée. Donc de faire quand même des tableaux de qualité. À la limite, moi j'ai un style, on peut dire, maximaliste, et complètement c'est l'antidote du minimalisme ambiant aujourd'hui, où on voit des fonds blancs, rien, un point d'interrogation un peu déchiré pour faire peur. Non, c'est vrai, soyons sérieux. Si on veut, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc moi je veux attirer les spectateurs de la plus belle façon qui soit, c'est-à-dire en les faisant rêver par du plaisir, du désir, des couleurs. Et là, ce qui est génial dans cette galerie AEDAN, venez tous nombreux, c'est l'occasion que jamais, c'est qu'elle est gore. C'est une galerie gore, toute grise et tout,
Et donc il va très bien avec mes tableaux, mais lorsqu'on met mes tableaux, on se rend compte que c'est pas du gore et que c'est pas triste et que ça fait pas peur. À la limite, ça égaye le lieu. C'est quand même un comble. Et j'aime bien ces combles-là. C'est fait pour combler les trous. Et voilà, donc c'est un petit miracle. C'est la première fois surtout que j'expose des originaux. Et surtout des originaux qui ont 37 ans, qui sont en très très bon état. Je suis un collectionneur moi-même, donc c'est ma collection personnelle. Et je présente, je présente, disons, les œuvres qui sont soit les plus connues, soit celles que je préfère tout simplement. Et ça, c'est des œuvres de jeunesse. À la limite, je dis souvent que, bon, après Freddy 3, j'aurais pu m'arrêter, vu que j'avais déjà fait Creepshow, Vidéodrome qui est là, qui est juste à côté. Et je continue quand même mes petites horreurs parce que j'adore ça, c'est une passion et voilà. Avec ceci d'amusant que tu mets beaucoup de toi dans ces dessins. Ah, il y a toujours des petits morceaux de Melky. Ça, c'est obligatoire. Par exemple, là, pour Freddy, comme tout le monde sait, tous les amateurs de ce genre de film, Freddy est génial. Il manquait cette photo, j'avais vu le film, j'ai été séduit par cette scène. Pauvre ado qui est là sur un lit, le lit tombe dans les abysses, il y a du magma qui monte, et j'avais pas la photo. Or, moi j'ai quand même un style hyper réaliste, mais quand on le voit, on sait très bien que c'est pas une photo, c'est entre les deux, d'où l'intérêt. Sinon, je ferais du Photoshop comme tout le monde. Hein, bon. Et je me suis dit, écoute, avec les moyens du bord, j'ai pris un pied, un bon appareil photo argentique avec le 400 hasard, le grand déclencheur souple, j'étais sur le lit, j'ai posé, et voilà le résultat, 37 ans plus tard. Là j'avais 27 ans. Bon. Donc ce travail d'affichiste t'a amené à illustrer, donc, tu l'as dit, quelques énormes classiques de films de genre. Est-ce que tu avais conscience que cette esthétique très particulière que tu as mise en place, elle allait à ce point coller à la peau des films? C'est-à-dire qu'en fait, on connaissait des films par l'image. Oui. Non, ça c'est un miracle. Bon, à l'époque, on espère justement ce succès-là, parce que moi j'avais 18 ans, il ne faut pas exagérer. Donc, j'ai jamais, je te dis, je me suis jamais senti artiste avec un grand A. Moi, je suis un dessinateur, je suis habité par ce que je fais. Je ne me fiche pas du spectateur, comme je l'ai déjà dit, je fais ça avec mon cœur. Je fais le maximum pour faire plaisir et pour faire ressentir l'émotion que j'ai eue en regardant un film. Alors aussi, moi je suis un petit peu comme Balzen, Monsieur Plus, c'est-à-dire quand je vois un film qui n'est pas tout à fait du niveau, pas comme je l'aurais aimé, j'ai bien compris, mais je sais que par exemple pour faire un film il faut 5 ans, pour faire une affiche il faut 2 semaines, voire 3, voire 1 mois maxi, donc on n'est pas dans la même catégorie. Donc j'aide et avec plaisir parce que j'adore le cinéma et ce milieu-là. Et il ne faut pas couler un film. Au contraire, si le gars il n'a pas eu de flingue assez gros, d'hélico assez puissant, de budget, de bons acteurs, on les met sur l'affiche. Tout le monde est content. On s'en fiche du moment que l'affiche est bonne. Ça va amener les gens à rêver de toute façon. Et l'important c'est déjà qu'ils rêvent dans la rue. C'est ça. La rue est déjà assez triste comme ça, sauf à Strasbourg. Magnifique. Franchement, je vais venir louer un petit studio. On est tellement bien reçus, on mange tellement bien et on peut faire de très belles expos. Voilà, donc voilà, c'est ça l'affiche. Et donc, ce qui est typique de ton boulot aussi, c'est que tu aimes mélanger justement les côtés excessifs, l'horreur, le côté hyper sexy, presque érotique. C'est justement cette volonté, comme disais, de gourmandise, de donner un maximum. Quitte d'ailleurs, là pour le coup, on est hors des standards de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un côté très instrumentalisé de la femme. Oui, écoute, il y a un côté très perso. Il y a un côté très personnel. Tellement personnel que, mon égérie, c'est ma femme. Je l'ai choisie par sa splendeur, parce que je l'ai aimée, mais c'est aussi, évidemment, comme je suis, je ne vais pas dire plasticien, parce que là, c'est la découpe, mais je suis, un hédoniste, et puis quelqu'un qui aime le beau, et qui aime, voilà. Et je dessinais toujours le même genre, je suis obsédé par les belles blondes évanescentes, qui ont toujours des problèmes avec les forces du mal, pas du mal, qui courent entourés de catastrophes. Bon, je vous en montrerai tout à l'heure, il y a eu Nanarland, alors là je m'en suis donné à cœur joie, mais avant il y a eu Zombie. Et alors évidemment pour Zombie, cette fille-là n'existe pas,
Donc c'est ma muse, voilà, que je dessine régulièrement. Elle n'est pas dans le film, mais on s'en fiche vu que c'est une image générique donc de la femme. Alors, encore, je vais avoir les ligues féministes qui vont dire ouais, qu'est-ce que c'est, toujours la femme agressée, femme battue. Non, j'adore autant voilà, Dario Argento avec ses forces ténébreuses, lui aussi. Je veux dire, le fantastique, ça a toujours été ça, depuis les films de la Hammer, avec Christopher Lee, voilà, Peter Cushing, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours la pauvre vierge effarouchée dans le château, qui arrive une fois sur deux à s'en sortir des griffes de Dracula, mais c'est ça, c'est ce mélange étrange entre l'érotisme et l'horreur qui fait le fantastique. Et évidemment, qui nous colle un peu à la peau, nous, les pauvres professionnels maintenant de ce genre, parce qu'on est vraiment catégorisé dans un genre, et ben on peut dire évidemment malheureusement c'est vulgaire ou bien trop sexy, trop non, c'est le genre qui veut ça, et moi je suis très mauvais genre pour ceux qui aiment. Dans les années 80, tes affiches, elles étaient partout, dans tous les cinémas, et puis progressivement, l'affiche dessinée, elle a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah écoute, j'allais dire trop de Melki, tu Melki. Non, mais tout simplement, c'est que y a des modes dans la vie, il y a des modes, c'est bête. Pour répondre à ta question, si les affiches ont changé, c'est que maintenant, la technique a changé, en majorité, l'argent, c'est la manne, c'est tari aussi. Il faut dire que quand on a Photoshop, c'est gratos, voilà, c'est gratuit. On peut faire 150 affiches qui sont désincarnées, dématérialisées, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'originaux, on s'en fiche, hein, on évolue. Et il n'y a pas ce côté artistique du tout, même s'il y a des programmes qui imitent, voilà. Alors c'est une question de genre. Donc au début, si on a tout donné et que la qualité est intéressante, on s'en rend pas compte. Ça sort, l'affiche sort, puis voilà. Ensuite, il y a un petit déclin parce que les années passent, on dit ouais, après on est ringard, attention. Mais si le film, et s'il y a un public qui a connu ça à l'époque et que ça n'a pas été oublié, comme je dis, si l'affiche survit au film, c'est gagné. Et là, d'un coup, hop, ça devient culte. À la fois le film, moi il faut le dire de la chance, parce que j'ai fait Creepshow avec Romero, salut à son âme, il est parti il n'y a pas longtemps. Romero, rejoindre les morts vivants. Romero et Stephen King, bonne pioche. Où t'en es aujourd'hui, toujours à dessiner, donc visiblement oui, puisqu'on parlait tout à l'heure des évolutions de l'affiche. Et puis, est-ce que tu es toujours passionné pour cette épouvante qui visiblement, oui, j'ai visé des interviews depuis que t'es gamin, quoi. Voilà, oui. Écoute, moi je suis tombé dans le chaudron, hein, comme Obélix quand j'avais 15 ans, quand j'allais avec mon père au festival fantastique de Paris, du film fantastique, avant que ça soit au Rex. C'était porte-maillot, voilà, c'est dans une salle ultra, à l'époque, mais elle est encore bien, ultra moderne, c'est là qu'il y a tout, actuellement toutes les comédies musicales, les Notre-Dame de Paris, donc un truc géant, et donc on voyait des films genre Kino Panorama, quoi, mais on voyait que des films un peu, les films de la Hammer, avec des Dracula, Christopher Lee dont j'ai parlé tout à l'heure, mais quand t'as 15 ans et que voilà, je tirais mon père là-bas, il m'amenait là, et puis il y avait plein de petits fanzines à l'entracte, 5 films d'affilée, moi non, reste là, on sortait avec les yeux encore plus rouges que Christopher Lee, et on se baladait dans les travées, et là il y avait des fanzines. Mad Movies, écrit à la main, Mad Movies, l'écran fantastique, puis il y avait un barbu qui était là dans le coin, tiens, et alors moi j'étais là, c'est génial, il y avait des posters comme ça, qui faisaient peur, alors moi j'étais traumatisé, mais j'adorais ça, quoi. C'est vraiment le frisson de l'angoisse, pour les connaisseurs. Et là je dis, c'est quoi? Et il me dit, bonjour, Alain Schlokhoff. Bon, et plus tard, 10 ans, 15 ans plus tard, j'ai travaillé pour lui, j'ai fait les couvertures donc, de l'écran fantastique qui est sorti de sa chrysalide et qui est devenu l'écran fantastique avec un papier plus épais que les petits fanzines qui étaient à l'époque. Mais voilà, il est comme moi, on a tous été coulés dans le même moule et on est des passionnés. Moi je ressens ça, c'est comme Patrick Adler, pour lui rendre
vraiment cet hommage, qui m'a contacté, donc le galériste de cette galerie à Eden. C'est un vrai passionné et il est venu chez moi, il a vu ça et j'ai vraiment senti dans son œil qu'il connaissait et qu'il était vraiment très touché par ce travail et par toute cette iconographie qui sentait bon les années 80 et voilà, c'est un peu notre enfance. Mais voilà, ce style-là, un petit peu pompier, un petit peu revendicatoire, que je défends depuis toujours. Donc ça l'a séduit, il m'a dit, écoute, on va essayer de montrer quand même ce travail, ça vaut le coup. Alors pourquoi on est devant Bébel? Pourquoi? La question cruciale, c'est que moi j'aurais bien aimé faire des films d'horreur tout le temps, non-stop. Il m'arrive d'avoir des petites piqûres de rappel comme ça, de gars qui font leur premier film actuellement, qui ont un peu plus de budget, parce qu'évidemment, comme je l'ai déjà dit, il en faut pour faire une illustration. C'est pas du Photoshop, donc il faut un mois, il y a un gars derrière, il faut qu'il mange, voilà. Et alors à un moment, il a fallu que je change mon fusil d'épaule, et je me suis attaqué à ce que j'aimais, c'est-à-dire dessiner des tronches, dessiner des têtes, des gens qui me faisaient rêver sur l'écran, toujours. Ça, il n'y a rien à faire. Donc j'ai commencé avec VSD, pour tous les TVSD, toutes les semaines. Alors là, c'était petit écran, la petite lucarne, il y avait des William Lémergie le matin, il y avait Anne Sinclair, il y avait, je sais pas, mais pour TVSD, donc un journal télé. Donc, je me suis fait un petit peu les crocs là-dessus. Il y avait Ardisson, De Chavannes, Coucou c'est nous. Bon, cela ne nous rajeunit pas, mais c'est pas grave. Il était tout jeune. Quand je revois ça, je me dis, bon sang, qu'est-ce que j'ai dû avoir un petit coup de vieux quand même. Mais bon, alors, on s'accroche. Et voilà. Alors mais mon but, c'était quand même de faire de l'affiche de cinoche, encore une fois, et de films vraiment qui me faisaient rêver. Alors moi, l'idole number one, c'était Bébel. J'avais 18 ans, j'avais l'impression que c'était un pote, c'était le blockbuster de ces années-là, très 80s, on ne se refait pas. C'était ma jeunesse, 18 ans, 19 ans, jusqu'à ce qu'ils deviennent trop vieux et qu'ils se cassent toutes les côtes en se cramponnant aux hélicos. Et ben j'allais voir tous ces films, c'était le Star Wars à la française qui sortait toujours en septembre. Et voilà, on attendait ça, on n'en pouvait plus. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un acteur, une idole, une star? C'est qu'une fois qu'on a fini le film, et ben il continue, on est cloné, on sort du cinéma en roulant les mécaniques, comme ça, et on a l'impression qu'on a le magnum. Et on rentre chez soi, puis bon, l'effet se dissipe plus ou moins rapidement selon mes mots, il ne s'est jamais dissipé. Donc quand j'ai eu la chance, après toutes les petites horreurs que j'ai dessinées pour Fil à Film, j'ai fait les collections Au-delà du réel, plein de films, La Baie sanglante, etc. Ben, il m'a tout simplement, un beau matin, il m'a appelé. Il m'a dit Bébel, ça t'intéresse? Parce que j'ai la collection, j'ai le professionnel. Alors j'ai une alerte cardiaque. J'ai respiré, je suis allé dans les Alpes 3 semaines pour me remettre. Et puis je suis revenu, j'ai dit là je suis d'attaque. Et puis il m'a envoyé toutes les VHS, donc j'ai vu tout ça. Je me suis dit c'est pas possible. Et j'ai donc dessiné Bébel. Je me suis fait une bébélisation puissante pendant un an d'immersion dans ce monde-là. Et là c'était vraiment le nirvana. Et alors après, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon idole, enfin, à la sortie de Cyrano de Bergerac, qu'il a interprété au Théâtre Marigny. Je suis allé le voir. Bon, c'était la grande émotion quand on voit le personnage dans la vie, qui est tellement raccord avec celui qu'on voit dans l'écran, on y croit, quoi. Je veux dire, il arrive en costard blanc, entouré comme Louis XIV, par toute sa cour qui est là. Il y a le Coubé-Sérian, son maquilleur qui était là, qui lui faisait des rustines, il ne pouvait pas avancer, la mèche qui bougeait, il était pas pour le poudrer. C'est un truc de fou, il faut le voir pour le croire. Il arrive et avec les chars, vraiment le cinoche, et il m'écrase la main. Bonjour, une poigne pas possible, tout en blanc, grand, et il me dit oui, qu'est-ce qui se passe? Et je lui montre timidement, voilà, celui-là, le solitaire. Et puis alors je lui dis ben voilà, j'ai Fil à Film. Oh, il est bien, il est super.
Et hop, il me signe ça, vite fait, comme ça, entre 2 représentations de Cyrano. Et après, Royal, elle dit, ça va, ouais, il est pas mal, ça vous plaît? Je dis, ouais, vous voulez voir Cyrano? Ah ben, venez de la part de Bébel. J'ai dit, ouais, bien, c'est sympa. Et je suis resté comme ça, un petit peu vitrifié, et il est parti avec tous ses potes. Voilà, c'était incroyable.